Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette capsule relative à la fin du contrat de travail où nous allons faire un rappel des notions vues précédemment. La fin du contrat de travail, l'objectif de cette partie de cours est de parcourir les différentes formes qui permettent de mettre fin au contrat de travail, les différents actes qui mettent fin ou les faits qui mettent fin et de voir les conséquences qu'il faut en déduire. Nous avions vu précédemment la suspension du contrat de travail qui intervient pour certaines causes et qui a pour effet essentiel le maintien du contrat de travail en soi, mais avec une suspension de l'exécution de l'essentiel des obligations, à savoir la prestation de travail dans le chef du travailleur et le paiement de la rémunération dans le chef de l'employeur, cette suspension étant appelée à un moment donné à prendre fin de telle sorte que l'exécution du contrat de travail puisse reprendre normalement. Ici, il s'agit de la cessation du contrat de travail, c'est-à-dire la dissolution de ce contrat. C'est le contrat qui se termine et qui prend fin définitivement. On avait vu les causes de cessation du contrat de travail propres au droit civil et celles qui étaient plus propres au droit social. Parmi celles du droit civil, on a vu l'expiration de la durée déterminée pour un contrat de travail à durée déterminée, l'achèvement du travail convenu pour un travail nettement défini, la nullité, on a vu plein de clauses de nullité dans le cadre de la loi du 3 juillet 1978, la force majeure, la volonté d'une des parties, c'est ce que l'on va étudier de manière un peu plus approfondie. L'accord des deux parties peuvent toujours s'entendre pour mettre fin à tout contrat. Le contrat de travail n'y fait pas exception. Et la résolution judiciaire, c'est lorsque une des parties cite l'autre partie en justice pour mettre fin au contrat en raison de la non-exécution d'une obligation essentielle de ce contrat par l'autre partie. Des causes de cessation propres au droit social, le décès du travailleur. Je vous avais expliqué qu'en droit civil, le décès de l'acheteur, par exemple, dans un cadre d'un contrat de vente, ne met pas fin à la vente. Ici, dans le cadre d'un contrat de travail, le décès du travailleur met fin au contrat de travail. On ne demande pas aux héritiers de venir assurer la prestation de travail. Et la force majeure pour incapacité définitive. On avait vu particulièrement le cas de la maladie. On a vu aussi que d'autres causes ne mettaient pas fin en soi et ne pouvaient pas mettre fin en soi au contrat de travail, le mariage du travailleur, la date de la pension ou une saisie sur rémunération qui est effectuée par un créancier pour une dette que le travailleur a. La fin pour rupture unilatérale, c'est une rupture qui intervient par le fait d'une des deux parties au contrat de travail, à savoir le travailleur ou l'employeur. Elle intervient donc par toute partie, l'une ou l'autre, à tout moment, par la seule volonté de ces parties et sans avoir à consulter l'autre partie ou à lui demander son accord. Mais le droit du travail impose le respect de certaines modalités que l'on va revoir. Des restrictions également qui ne sont pas dans la loi, enfin en partie, l'interdiction de licencier dans le cas des travailleurs protégés est clairement dans la loi. On a vu par exemple le cas de la personne qui annonce sa maternité et une limitation issue de la jurisprudence qui est que l'employeur ne peut pas abuser de son droit de licencier. La simple expression de la volonté de vouloir rompre le contrat de travail opère la rupture. Il n'est pas encore nécessaire d'avoir un écrit à cet égard-là, mais il faut bien se rendre compte qu'à partir du moment où on annonce vouloir rompre le contrat de travail, celui-ci est rompu. Il n'y a pas de retour en arrière possible et à partir du moment où ce contrat est rompu, il n'est pas possible non plus qu'un juge oblige les parties à retravailler ensemble. En cas de rupture irrégulière, la réparation se fait toujours sous la forme du paiement d'une indemnité. Alors, on a vu que le droit de rompre était un droit libre. On peut cesser une relation de travail qui n'était pas absolue, qui pouvait entraîner un dommage et que ce droit était susceptible d'abus. C'est la restriction que l'on a vue là tout de suite.
L'idée, c'est que ce n'est pas parce que l'on exerce son droit que l'on commet un abus de droit. L'abus de droit, c'est l'exercice de ce droit au-delà de la liberté euh, qu'exercerait une personne prudente, diligente, placée dans les mêmes circonstances. La base légale se situe dans le Code civil à l'article 1384 qui définit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Et bien l'abus de droit, c'est une violation de cette bonne foi. C'est un acte anormal, un acte fautif que ne commettrait pas un bon père de famille, soigneux, avisé, raisonnable et prudent. Il s'agit d'une faute que l'on ne commet pas dans le licenciement en soi, mais à l'occasion du licenciement. Par exemple, lorsque l'on procède à un licenciement avec une intention de nuire, par vengeance par exemple, lorsque l'on procède au licenciement de façon téméraire, imprudente. S'agissant du dommage, il s'agit d'établir que ce dommage est distinct de celui de la perte d'emploi. Souvent, il s'agit d'un préjudice moral. C'est parce que la rupture s'est faite de manière particulièrement violente devant l'ensemble de ses collègues, par injure, en alléguant des faits qui se sont avérés complètement faux, que le travailleur peut en subir un préjudice moral dont il peut demander réparation. S'il en demande réparation, je vous renvoie à votre cours du droit civil que vous avez eu l'année passée ou votre cours de droit des assurances. Il faut toujours prouver qu'il y a d'une part une faute, qu'il y a un dommage et un lien de causalité, c'est-à-dire que ce dommage résulte de la faute, que sans la faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit. Le licenciement est un droit, mais le travailleur a également le droit d'obtenir le motif de son licenciement. Cette obligation se trouve dans une convention collective de travail, la convention collective numéro 109, qui inscrit le droit pour le travailleur de connaître le motif précis de son licenciement et oblige l'employeur à y répondre. Une sanction est prévue si jamais l'employeur n'y répond pas dans les délais qui sont prescrits par la convention collective, à savoir le paiement de 2 semaines de préavis supplémentaire. Et alors, une inversion au niveau de la charge de la preuve, à savoir que si le travailleur invoque normalement un abus dans le licenciement, il doit prouver qu'il y a eu un abus. À partir du moment où il a fait appel à l'employeur pour obtenir des explications sur ce licenciement qu'il ne les a pas obtenues, il s'agit à ce moment-là à l'employeur de prouver que le licenciement n'était pas abusif. C'est une position plus confortable au niveau de la charge de la preuve. Un licenciement qui ne peut pas être manifestement déraisonnable, il s'agit là de l'abus de droit. Alors qu'est-ce que c'est qu'un licenciement manifestement déraisonnable? C'est un licenciement qui n'a soit aucun lien avec l'aptitude ou la conduite du travailleur, ou soit qui n'est pas justifié par une nécessité économique, technique ou autre de l'entreprise. Si le tribunal du travail reconnaît que le licenciement était manifestement déraisonnable, il peut allouer au travailleur une indemnité supplémentaire qui varie entre 3 et 17 semaines de rémunération selon la gravité de la faute. Les modalités de rupture unilatérale, je rappelle qu'il s'agit d'une rupture qui émane soit du travailleur seul, soit de l'employeur seul. Cette rupture peut se faire avec préavis et prestation du travail à accomplir, avec motif grave mais sans préavis ni prestation à accomplir, ou alors avec une indemnité à payer à la place de la prestation de travail et ou du motif grave. Alors, le cas normal, c'est le cas où le travailleur se fait licencier, où le travailleur démissionne et où il va accomplir un préavis qu'il va devoir prester. C'est le mode normal de rupture qui implique que les prestations sont poursuivies pendant la période de préavis. Le contrat de travail se poursuit normalement. Pour que ce rupture puisse se faire conformément
à l'article 37 de la loi du 3 juillet 78, il est nécessaire qu'elle se fasse par écrit, que cet écrit contienne certaines mentions, que cet écrit soit notifié à l'autre partie selon certaines modalités, et le tout à peine de sanction. L'article 37 nous dit que lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis. C'est la formule de base. À peine de nullité, c'est la sanction, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis. Alors lorsque ce congé est donné par le travailleur, sa notification se fait à peine de l'unité par la remise d'un écrit à l'employeur. La signature de l'employeur apposée sur ce double de cet écrit n'a de valeur que d'accusé de réception de la notification. Celle-ci peut également être faite par lettre recommandée à la poste, qui sort à ce moment-là ses effets au troisième jour ouvrable qui suit la date de son expédition ou par exploit d'huissier de justice. Lorsque le congé est donné par l'employeur, sa notification ne peut à peine de nullité être faite que par lettre recommandée à la poste, qui sort ses effets au troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition ou par exploit d'huissier de justice, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par le travailleur et qu'elle est constatée d'office par le juge. Alors on l'a vu, la nécessité d'un écrit. L'article 37, paragraphe 1er, alinéa 2, nous dit clairement qu'à peine de nullité, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis. La jurisprudence ajoute également que cette rupture doit être exprimée de façon claire et nette, c'est-à-dire qu'elle ne contienne pas de conditions du type je vous licencie si vous n'obtenez pas tel ou tel résultat, et pas non plus de promesses de réengagement. En cas de remédiation, en cas d'atteinte de résultats, ce serait une clause du type où vous êtes licencié, sauf si vous atteignez vos résultats d'ici la fin du mois. Ça, ce ne sont pas des notifications, ce ne sont pas des écrits qui comportent les mentions nécessaires et qui permettent au travailleur de savoir, de comprendre clairement qu'il est licencié. L'écrit doit également contenir la date de début et la durée du préavis. On ne va pas mentionner la date de fin du préavis, tout simplement parce qu'elle est inconnue. Elle est inconnue parce que le préavis, on va le voir, peut être suspendu pour certaines causes, des causes similaires généralement à celles qui suspendent le contrat de travail. Ce qui fait qu'à ce moment-là, le préavis sera prolongé. Les seuls moments que l'on connaît, c'est la date de début du préavis et la durée du préavis. Ce sont les mentions que doivent contenir l'écrit. La notification de l'écrit. L'écrit doit être notifié, c'est-à-dire porté à la connaissance de l'autre partie. Lorsque le congé est donné par le travailleur, on l'a vu, sa notification doit se faire par la remise d'un écrit à l'employeur, un simple écrit, qui est signé pour réception par l'employeur. Elle peut également se faire par lettre recommandée, qui sort à ce moment-là ses effets le troisième jour ouvrable de son expédition. Qu'il arrive plus tôt ou plus tard, on répute qu'il s'agit du troisième jour ouvrable ou par exploit d'huissier. Lorsque c'est l'employeur qui notifie le préavis de son travailleur, seules deux possibilités existent, la lettre recommandée, qui sort également ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou l'exploit d'huissier de justice. La sanction, c'est la nullité du préavis, pas du licenciement. Le licenciement va avoir lieu. Le contrat de travail va être rompu, mais le préavis ne devra pas être presté. Une indemnité devra être payée à la place. Que se passe-t-il pendant l'écoulement du préavis? Eh bien, la suspension du préavis de l'employeur dans certains cas. La maternité, les vacances, la maladie du travailleur, c'est-à-dire que pendant que la durée de la période de congé du travailleur, le préavis ne va pas courir et il sera prolongé. Il reprendra à la suite du retour de congé du travailleur. Le droit du travail aménage également une possibilité de rechercher un nouvel emploi pour le travailleur et de s'absenter pour le faire. Le droit également pour le travailleur de notifier un contre-préavis dans le cas où il aurait retrouvé un emploi et où ce nouvel employeur souhaite qu'il débute son contrat de travail le plus rapidement possible. Et puis, l'exécution normale du contrat de travail jusqu'à son terme. Le droit du travail à l'article 37/1 prévoit également très clairement le
premier jour du préavis. Il s'agit toujours du lundi qui suit la réception de l'écrit. Ça va donc dépendre de la méthode de notification du préavis, puisque je vous ai dit que si il se fait par envoi recommandé à la poste, il sort ses effets au troisième jour ouvrable qui suit la date d'expédition, sachant que le samedi est jour ouvrable, mais le dimanche n'est pas un jour ouvrable. Par contre, s'il est fait par exploit d'huissier, il aura lieu dès que l'exploit d'huissier est signifié, ce qui peut être plus court. Quelle est la durée du préavis lorsque celui-ci est notifié par l'employeur? On l'a vu, il figure très clairement à l'article 37/2, paragraphe 1er, et est fonction de l'ancienneté du travailleur, ancienneté exprimée en nombre de semaines, de mois, voire d'années. Je vous ai mis quelques exemples, à savoir que pour une ancienneté inférieure à 3 mois complets, le préavis de 2 semaines. Ce préavis va aller jusqu'à 62 semaines pour une ancienneté de 21 ans complet, et au-delà de 21 ans, on va ajouter une semaine de préavis par année d'ancienneté entamée au-delà de la 21e année. Lorsque le préavis est notifié par le travailleur, c'est également prévu par la loi. À nouveau, cette durée de préavis est fonction de l'ancienneté qui est exprimée en nombre de semaines, et la durée est généralement et toujours d'ailleurs, de la moitié du préavis du licenciement que l'on arrondit à l'unité inférieure, c'est-à-dire par exemple une semaine de préavis lorsque l'ancienneté est inférieure à 3 mois complets, et jusque 13 semaines maximum. Alors, une durée de préavis également réduite lorsque le travailleur a retrouvé un autre travail et qu'il a été licencié par son employeur, il peut notifier un préavis réduit à cet employeur. À nouveau, fonction de l'ancienneté exprimée en nombre de semaines. Et là, on va voir que les préavis sont drastiquement réduits, puisque il s'agit d'un préavis réduit de 1 semaine pour une ancienneté inférieure à 3 mois et jusqu'à 4 semaines maximum. Ça permet au travailleur qui est en période de préavis de pouvoir garantir à son nouvel employeur une entrée en service dans un maximum de 4 semaines. Les préavis sont fonction de l'ancienneté de service. Comment se calcule cette ancienneté de service? Cette ancienneté se calcule depuis le jour de l'entrée en fonction qui est précisé lors de l'engagement jusqu'à la veille du début du préavis. Si le travailleur a eu plusieurs statuts au sein de la même société, employé, ouvrier, on va prendre l'ensemble de la période couverte par ces différents statuts. Si le travailleur a d'abord débuté comme intérimaire, il est également possible de prendre en compte une partie de ses anciennetés. Si l'ancienneté l'ancienneté va être prise en considération s'il n'y a pas eu d'interruption de plus de 7 jours entre 2 contrats intérimaires. Si ces contrats intérimaires et sa nouvelle fonction en tant que travailleur salarié couvrent la même fonction. Et enfin, cette ancienneté en tant qu'intérimaire est limitée à 1 an. Alors, des particularités, c'est qu'en période de chômage temporaire ou d'intempérie, le travailleur peut rompre le contrat à tout moment et sans formalité. Si le travailleur avait déjà notifié son préavis avant le début de la période de chômage, il n'y a pas de suspension. Par contre, si l'employeur avait notifié le préavis avant le début de la période de chômage, le préavis va être suspendu pendant la période de chômage temporaire ou d'intempérie. Il se poursuivra lorsque cette période de suspension aura pris fin. Il est également possible pour un employeur de rompre le contrat de travail pendant une période d'incapacité de travail après le début du préavis. Si l'employeur a notifié un préavis avant le début de la période d'incapacité de travail, donc il a licencié son travailleur avant que celui-ci ne tombe malade, l'employeur peut rompre le contrat de travail à tout moment pendant cette période d'incapacité de travail, moyennant le paiement d'une indemnité de rupture qui est qui va couvrir le solde de la durée du préavis. C'est un des cas où le préavis ne va pas forcément commencer un lundi.
Voici donc pour le